Bon alors voilà celle-là parce que quand même elle est assez insolite, non? Comment elle pourrait s'appeler? Mais voilà, non, aucun des peintres d'ailleurs par là-dessus, ce dont j'ai parlé, non? Picasso, oui c'est toujours voilà, des robes hommages, d'ailleurs. Voilà le mot, je relis le terme qui est si beau, des robes hommages. C'est Castelbajac qui dit ça justement par rapport aux œuvres qu'on a retenues. Hommage à Brahms et hommage à Chanel. Il appelle ça des robes hommages. Là on la voit donc déclinée sous. C'est la deuxième, on va dire la deuxième partie. Celle-là, la première, Amélie. De la main de Saint-Laurent et ensuite c'est deux copies. Voilà. Et là donc ce sont toutes celles qui défileront, qui sont retenues pour une collection. Et une planche de. Une planche de collection. Voilà. Et je trouve ça passionnant. Picasso. C'est une robe à bouchka. Bon, et de l'autre côté, pardon, ce qui est appelé le style. Un nouveau public qui gagne toujours de l'argent, et bien le prêt-à-porter, ça a été fait pour les gens comme vous et moi. Et donc on dit que c'est Cardin, mais c'est Yves Saint-Laurent quand même qui en a été le promoteur, qui l'a vraiment défendu. Et Yves Saint-Laurent, c'est aussi le couturier qui s'est mêlé à la rue, qui a dit à un moment donné, prêt-à-porter, la haute couture, eh bien, ils ont la même essence, ils n'ont pas la même destination, mais voilà, ils se nourrissent l'un de l'autre. Voilà. Donc je trouve que c'est important aussi de dire ça. Et puis, bon, là, je crois qu'à travers la technique fait que c'est très très précis, on va le grain de la peau, etc. C'est comme si elle était toute nue, sauf qu'elle n'est pas là. Il y a ce côté qui est très très subjectif, alors qu'en fait elle est complètement cachée en dessous. Oui. Et donc il joue sur cette idée-là, de la sensualité du corps. Moi, je trouve qu'il y a une grande sensualité. Mais justement, en même temps, il n'y a pas de nudité, mais effectivement, il y a. Oui, c'est un plâtre comme tous les plâtres, comme tous les moules. Il y a beaucoup de madones, donc des vierges avec les enfants. Voilà. Ça, c'est Botticelli. D'accord? La Renaissance italienne. Donc, comment il s'inspire de ces vêtements d'époque? Comment les tableaux, donc, il y a un aller-retour constant, quoi, entre les créateurs. Faire dans les vidéos, alors c'est après celle-là, c'est vous montrer d'une part la robe en train de bouger et d'autre part quelle est l'inspiration en termes de peinture. Et donc on a sélectionné des tableaux de Botticelli pour que vous puissiez bien comprendre le lien. Donc il y en a plusieurs, comme vous le disiez, c'est à la fois la forme du vêtement. En fait, ce qui est vraiment typique d'une part, ce sont les manches. Là vous avez un aspect assez bouffant et puis c'est un petit peu plus resserré ici. Ça c'est typique de la Renaissance justement. Ici on a un tableau de Botticelli, donc vous voyez qu'on a exactement les mêmes couleurs, à savoir le rouge et le bleu. Donc on retrouve ici. Le bleu est quand même dominant sur la robe, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais là vous voyez on retrouve bien les manches en fait.
Donc ce côté très bouffant, et là beaucoup plus resserré sur l'avant-bras. Et donc, je vous disais, Yves Saint Laurent reprend à la fois la forme, mais aussi la couleur. Ce qui est important de retenir ici, c'est donc que le bleu est dominant. Donc à la Renaissance, le bleu, c'est la couleur de la Vierge et donc des femmes en général. Tandis que le rouge, rose, c'est la couleur du Christ et donc des hommes en général. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la tendance, elle s'est inversée, puisqu'on attribue très souvent le rose aux filles et le bleu aux garçons. C'est tout récent, puisque pendant très longtemps, ça a été complètement l'inverse. Donc ça, il faut bien le retenir quand on dit que le rose, c'est pour les filles et le bleu pour les garçons. En fait, c'est assez faux. Ça dépend vraiment de la période dans laquelle on vit. Et je voulais dire une dernière chose, mais ça y est, je viens déjà d'avaler ce que je voulais dire. Bon, je retrouverai. En tout cas, c'est ça qu'il est important de retenir, c'est qu'Yves Saint Laurent, pour l'ensemble des robes qui sont ici, soit s'inspire de la forme de l'époque, soit des couleurs, soit des matières. Donc c'est vraiment l'objet de cette salle. Et là, on passe donc aux années folles. Hein, les robes à mon truc, à moi, deux oiseaux, voilà. Donc, qu'est-ce qui nous est montré là? Cette collection. Réinterpréter les années folles et pour Yves Saint Laurent l'occasion d'une réactualisation de la forme, de la coupe, de la longueur, mais aussi du traitement des matériaux et du travail des broderies. Voilà, toujours. Donc, dans les années 1920, la volonté de donner au corps une plus large liberté de mouvement conforme à l'engouement pour la danse charleston et une attitude inspirée de la garçonne. À l'époque Chanel, les femmes commençaient à fumer, le chapeau de cloche. Effectivement, bon déjà, oui, le désir d'indépendance. Avez-vous des questions? Moi, j'en ai terminé de ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est peut-être un robe, on peut parler de une robe à la Watteau, avec des plis dans le dos. Vous avez le lien aussi avec la peinture, parce qu'en fait, Yves Saint Laurent connaissait très bien la peinture, il connaissait très bien Watteau, et donc ici vous avez vraiment cette référence. En fait, donc ce qui est important dans cette robe, c'est le dos ici. On parle de dos à la Watteau parce que dans la peinture de Watteau, on a très souvent ces robes et très souvent de dos. Et en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que normalement, donc vous aviez plutôt avant le tissu qui s'arrêtait au niveau de la taille. Donc au XVIIIe siècle, maintenant on a beaucoup plus on libère un peu plus le corps de la femme, donc on resserre moins au niveau de la taille. Et donc le tissu part vraiment des épaules pour aller jusqu'en bas sans aucune interruption. Donc c'est vraiment la mode de cette époque-là, ce que Watteau représente beaucoup. Et donc il l'a tellement représenté que ces robes, après coup, ont pris ce nom de robe à la Watteau. Et donc notamment du dos à la Watteau. Donc ici Yves Saint Laurent fait une référence très claire, c'est vraiment l'idée de cette robe. Donc très souvent, et on le voit sur ces robes, il est très clair dans sa référence, comme les ménines ici, hein, on l'a vu dans la forme, mais aussi les perruques, c'est exactement le tableau. Donc là, c'est tout à fait volontaire de sa part. Il y a aussi, encore une fois, une espèce d'hommage à la fois au peintre, à l'histoire de l'art. Si je peux me permettre, j'aimerais bien dire juste un mot sur le manteau rose qui est là. En fait, ça aussi, c'est un modèle qui est assez important. Donc, dans la chronologie qu'on a ici, on s'arrête vers 1940 avec ce manteau notamment. Ce manteau, il date des années 90. En fait, Yves Saint Laurent, il a déjà fait 20 ans plus tôt, non pas en rose mais en vert, en 1971. Alors, en 1971, il fait toute une collection qui se réfère aux années 40. Ce n'est pas le cas des robes qui sont là, qui s'inscrivent dans des collections, disons, plus classiques. Là, c'est toute une collection dédiée aux années 40. C'est une des plus célèbres parce qu'elle a été très scandaleuse. Elle est scandaleuse parce qu'elle se réfère... Famille royale. Il y a un jeu donc d'illusion, réalité-illusion, puisqu'il les peint, on les voit derrière dans le miroir, il se regarde lui-même, donc on est entre réalité, c'est un tableau très important.
dans l'histoire de la peinture. Et donc, voilà, hein, les formes, la réinterprétation d'Yves Saint-Laurent. Les formes, les matières, le voilage, qui est typiquement, là, pour moi c'est très imprimé d'Espagne, ça, mais c'était pas qu'autant de la Renaissance. Et, se joue. C'était donc effectivement le studio. Oui, tout à fait. On voit la bibliothèque, le matériel. Ouais, tout à fait. Les tissus, ben oui, puisque ça a été, elle a porté la robe. Madame, elle a porté la robe Mondrian et puis l'habillée, elle a été longtemps habillée par Yves Saint-Laurent, que ce soit dans ses films. Voilà. Oui, oui, bien sûr que. Waouh, pas derrière. Le studio, c'est vraiment le lieu de travail d'Yves Saint-Laurent. Donc c'est là qu'il se trouvait. Et donc là, vous avez une vraie collaboration. Yves Saint-Laurent, enfin, évidemment, ne fait pas les vêtements lui-même, bien sûr. Il y a 200 personnes dans la maison et donc vous avez plusieurs ateliers, donc à l'étage. Et ici, en fait, dans ce lieu-là, vous aviez à la fois la distribution des croquis. Donc, Yves Saint-Laurent dessinait des croquis et ils étaient donnés aux chefs d'atelier. Et à ce moment-là, les chefs d'atelier commençaient à réaliser les vêtements. Alors, ils ne les faisaient pas tout de suite parce qu'on travaille avec des matériaux qui sont très chers. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, on commence simplement à travailler avec une toile de coton très simple. Vous en avez un exemple au bout du studio. Là, vous voyez sur le mannequin, on a une robe. Donc, vous voyez que le haut est déjà est très simple et le bas est quasiment achevé. Donc, l'idée, c'est qu'on donne quelque chose qui sera le plus proche de la réalité. Vraiment, on essaie de montrer le vêtement au maximum de son état final. Et ensuite, ce vêtement, cette toile, elle est portée sur un mannequin qui va présenter à Yves Saint-Laurent, donc le futur vêtement, dans le studio. Donc c'est aussi un lieu de présentation. Donc elle vient justement exactement là où on se trouve, elle fait une sorte de défilé tout à fait. Et Yves Saint-Laurent, qui est assis juste ici, ne va pas la regarder directement. Ça, c'est très important. C'est pour ça en fait qu'on a un grand miroir. Alors le miroir n'est pas d'origine, mais le miroir d'origine faisait cette taille. Et Yves Saint-Laurent en fait regarde dans le miroir parce qu'il veut voir la totalité de la silhouette. Donc à ce moment-là, il va valider ou non le vêtement. Donc s'il est validé, il est défait et ça devient le patron pour faire le futur vêtement. Sinon, alors il n'est pas conservé. Ça veut dire sûrement que cette robe qui est là, elle n'a pas été faite puisqu'elle existe encore sous forme de toile. Et donc après, ça remonte à l'étage et là, les ateliers font le vêtement final et on procède à nouveau à une présentation face au miroir à Yves Saint-Laurent. Et là, vous avez... Alors, vous pouvez jeter un coup d'œil aussi aux vidéos, on voit vraiment quelle était l'atmosphère à l'époque. Mais donc, l'idée, c'est vraiment qu'il puisse lui-même intervenir à ce moment-là, faire les dernières retouches, changer la longueur d'une jupe ou revoir une manche, par exemple. Donc vous voyez, ici, il regarde toujours vers le miroir. Là, ici, on voit tout à fait l'intervention. Donc c'est vraiment l'atmosphère du studio d'Yves Saint-Laurent. Ici, on a la chance d'avoir ouvert un musée dans lequel on a conservé des éléments qui n'ont jamais bougé, comme les salons où on se trouvait au tout début. Et puis surtout, le studio, ça n'existe pas aujourd'hui une maison de couture qui, d'une part, a conservé tout son patrimoine, mais aussi dans les lieux de la création. Donc là, on a vraiment la chance de se trouver dans l'endroit où Yves Saint-Laurent travaillait tous les jours, de 1974 à 2002. Et puis même après, hein, quand la maison a fermé, le studio restait tel quel, on le faisait visiter de façon régulière.
Donc aujourd'hui, il fait partie du parcours du musée. Et un dernier mot donc, sur le studio, vous voyez, on appelle des pyjamas, donc qui sont des tenues avec une tunique et un pantalon. Ça se confondait parfaitement avec de vrais pyjamas. Et il n'est jamais allé en Inde. Pour la Chine, il a fait toute une collection chinoise. Il s'est rendu en Chine 10 ans après avoir fait cette collection. Et il a dit, voilà, c'est exactement comme ça que je l'avais imaginé. Et il avait parfaitement compris la mode de ces 3 pays. Pour le Japon aussi, le couturier Kenzo a fait une conférence au musée et a dit que Yves Saint Laurent est un des seuls couturiers à avoir très bien compris ce qu'était un kimono, qui a un sens symbolique extrêmement fort et puis une façon d'être assemblé, en quelque sorte, en tout cas d'être porté, qui est très codifiée. Et donc Saint Laurent l'avait tout à fait compris. Et donc en fait, sa source d'inspiration principale, c'est cette bibliothèque. Tout à droite, vous avez justement des livres consacrés à l'Asie, mais si vous regardez, et là ça rentre plutôt dans notre sujet, à gauche, vous avez des livres consacrés aux peintres, donc aux impressionnistes, à Seurat, à Mondrian, et donc tout vient de là. Mondrian, en fait, il a fait une robe Mondrian parce que on lui a offert un livre sur Mondrian et ça lui a donné l'idée. Sa mère. C'était sa mère, voilà, qui lui a offert tout à fait. Et pour cette collection, Mondrian, dont on parlait au début, en fait, elle était déjà faite, la collection, mais elle ne lui plaisait pas, et donc il a tout refait. En voyant un livre de Mondrian, c'est là qu'il a trouvé l'inspiration, donc il a refait une partie de la collection, et donc c'est à ce moment-là qu'il a commencé à rendre hommage aux peintres. Et donc le premier hommage aux peintres chez Saint Laurent, c'est Mondrian. C'est vraiment la robe qui annonce un peu tous les hommages suivants. Donc voilà, c'est bien qu'on finisse par le studio parce que c'est la pièce la plus importante dont on prend bien soin. On essaie d'une présentation sur l'autre. Là, c'est une présentation classique, mais on fait des expositions plus thématiques comme l'Asie, mais c'est vraiment la pièce qui bouge jamais. Ouais. Vraiment, on la garde, c'est un écrin, on la garde dans son lieu et on essaie de ne jamais la modifier. Et alors, j'ai une dernière chose, il y a pas mal de choses à dire finalement. Yves Saint Laurent n'est pas seul dans cette pièce, il a des collaborateurs qui travaillent avec lui au quotidien. Ce sont des personnes qui sont encore assez présentes, vu que la maison a fermé en 2002, on est encore en contact avec certains d'entre eux, donc ça nous permet aussi d'avoir l'assurance que tout est bien dans l'état auquel il était quand ils sont rentrés dans cette pièce. Et donc dans ce studio, j'en parle parce qu'elle est décédée la semaine passée, il y a 10 jours. Anne-Marie Munoz dirigeait ce studio et elle l'a dirigé pendant toute la durée de la maison. Ils se sont rencontrés chez Dior et quand Yves Saint Laurent a été renvoyé de chez Dior, elle l'a suivi et elle est restée toute sa vie aux côtés d'Yves Saint Laurent et donc c'est elle qui a été une de ses principales collaboratrices et qui a dirigé le studio avec lui. Et donc qui est décédée au tout début du mois de janvier. Donc nous on a rendu un hommage via notre site internet, mais donc c'est elle aussi l'esprit du studio. Donc l'invité en même temps qu'Yves Saint Laurent a vraiment vécu dans cet espace, donc il y a un espace vraiment chargé de mémoire. On a la chance de vous présenter.